La pluie ne tombait pas sur Paris ce soir-là. Elle s'écrasait. Imaginez ces lourdes gouttes d'automne, froides et implacables, martelant les toits de zinc et transformant les pavés en miroirs d'obsidienne, où se reflétaient les néons tremblotants de la ville. C'est dans cette atmosphère lourde, presque oppressante, que vivait Elias. Elias n'était pas un homme comme les autres, c'était un archéologue du son. Dans son appartement exigu du 18e arrondissement, qui sentait la poussière, la cire fondue et l'ozone des vieux amplificateurs à lampe, il passait ses nuits à restaurer d'anciens enregistrements. Des cylindres de phonographes du 19e siècle, des bandes magnétiques à moitié rongées par l'humidité. Il réparait les mémoires mortes. Pour lui, le monde des vivants était trop bruyant, trop chaotique. Ironiquement, Elias, qui passait sa vie à écouter, n'avait jamais su entendre les battements d'un autre cœur que le sien. Il était cynique, solitaire et profondément hermétique à ce que les poètes appellent le sentiment amoureux. Mais tout allait changer avec un simple colis. Un soir de novembre, un coursier trempé déposa une boîte en bois de palissandre sur son paillasson. Aucun expéditeur, aucun affranchissement. À l'intérieur reposait un cylindre de cire noire d'une taille inhabituelle et un morceau de parchemin jauni où était écrit un seul mot, avec une orthographe archaïque, presque tremblante: l'amour. Pas d'année, pas de nom, juste cette anomalie orthographique. L'amour, avec un « et », comme pour féminiser le concept, ou peut-être l'incarner. Intrigué, Elias nettoya le cylindre avec la délicatesse d'un chirurgien. Il le plaça sur son dictaphone. Edison modifié, branché à un logiciel de numérisation de pointe, et abaissa le saphir. D'abord, il n'y eut que le grésillement habituel, le souffle du temps. Puis une note s'éleva. Ce n'était pas de la musique, ce n'était pas non plus une voix humaine, c'était une fréquence impossible. Une vibration basse, presque sismique, qui sembla contourner les oreilles d'Elias pour résonner directement dans sa moelle épinière. L'air de la pièce devint lourd, chargé d'électricité statique. Les poils sur ses bras se dressèrent. Soudain, au milieu de cette nappe sonore envoûtante, une voix de femme murmura en français, si proche qu'Elias crut sentir son souffle sur sa nuque. Tu m'as cherché dans le vide, et maintenant, je te remplis. Ne ferme plus jamais les yeux. À la seconde où ces mots furent prononcés, Elias fut frappé par une vague de chaleur fulgurante. Une douleur exquise lui transperça la poitrine, suivie d'une euphorie si violente qu'il en tomba à genoux, haletant. Il pleurait, lui, l'homme de glace, sanglotait de joie, de manque, d'un désir foudroyant.
pour une femme qui n'existait que sur un morceau de cire vieux de 100 ans. Il venait d'être infecté. C'est ici que notre histoire bascule. Gardez bien ce détail en tête, le son n'est qu'une onde qui manipule la matière. Et ce qu'Elias venait de libérer n'était pas un simple poème. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers hallucinatoires. Elias était devenu obsédé par la fréquence. Il passait le cylindre en boucle, disséquant l'onde sur ses écrans. Il découvrit avec effroi que le spectre audio formait une fractale parfaite, un motif mathématique qui ne pouvait pas exister à l'état naturel. Mais le plus terrifiant, c'était ce qui se passait à l'extérieur. En numérisant la piste, Elias l'avait accidentellement laissé tourner sur ses enceintes reliées au réseau Bluetooth de son immeuble. La fréquence avait fui. Dans les rues de son quartier, le comportement des gens commença à changer de façon spectaculaire et macabre. Le cynisme parisien avait disparu, remplacé par une dévotion terrifiante. Elias observait par sa fenêtre. Des couples s'enlaçaient sur les trottoirs, refusant de se lâcher même sous la pluie battante. Ils restaient là, pendant des heures, chuchotant des mots doux jusqu'à en perdre la voix. Ignorant la faim, le froid, la circulation, un homme s'était arraché les ongles en essayant de creuser le mur qui le séparait de l'appartement de sa voisine, hurlant qu'il devait fusionner avec elle. L'amour n'était plus un sentiment. C'était devenu une pathologie, un parasite sonore qui hypertrophiait l'attachement jusqu'à la folie pure. Elias, protégé en partie par son casque anti-bruit qu'il gardait, désormais vissé sur la tête, décida de nettoyer la piste audio pour comprendre l'origine du message. En isolant la voix de la femme, il parvint à atténuer la fréquence parasite. Et c'est en écoutant les bruits de fond de l'enregistrement de 1924 qu'il découvrit le premier twist glaçant. Derrière la voix séduisante de la femme, il y avait un autre son, des pleurs étouffés. Ceux d'un homme. Elias isola la piste, augmenta le gain, nettoya les parasites. La voix masculine disait « Je t'en supplie, arrête, je t'enferme pour nous sauver, pardonne-moi !» Elias recula, le souffle coupé, renversant sa chaise. Il passa l'audio dans son logiciel de reconnaissance biométrique vocale. Les courbes correspondaient à 81 systèmes, 9%. La voix de l'homme sur ce cylindre vieux d'un siècle. C'était la sienne, celle d'Elias. Avant qu'il ne puisse assimiler cette impossibilité temporelle, la porte de son appartement, pourtant verrouillée à double tour, s'ouvrit dans un grincement lent. Une femme se tenait dans l'encadrement. Elle était vêtue d'un manteau intemporel, l'eau ruisselant sur ses cheveux sombres. Ses yeux brillaient d'une lueur irréelle, d'un violet profond. Elle dégageait une odeur de pétrichor et de vieux papier. « Tu as mis le temps, Elias », dit-elle d'une voix qui fit vibrer les fenêtres, la même voix que celle du cylindre. Elle s'appelait Lara, elle n'était pas humaine, ou du moins elle ne l'était plus. Elle s'avança lentement vers lui, et chaque pas semblait résonner dans le cœur du jeune homme. « Qu'est-ce que tu es ?» balbutia Elias, reculant jusqu'à se coller contre son bureau. « Je suis l'amour !» répondit-elle avec un sourire triste. Pas le petit sentiment tiède que les mortels s'échangent pour tromper l'ennui. Je suis la connexion absolue, la dévoration. Nous étions ensemble il y a longtemps. Tu avais eu peur de l'intensité de notre lien.
Tu étais un scientifique, même à l'époque. Tu as trouvé un moyen d'isoler ma fréquence, mon essence dans la cire. Tu m'as piégé, puis tu t'es suicidé pour m'échapper. Mais la cire fond, Elias, et le son finit toujours par voyager. Le deuxième twist frappa Elias avec la violence d'un coup de poing. Ce n'était pas une réincarnation, il s'agissait d'une malédiction. L'amour était une entité, un virus cosmique qui prenait l'apparence de la femme parfaite pour chaque homme, se nourrissant de leur dévotion jusqu'à ce qu'ils en meurent. Et Elias, dans une vie antérieure, n'avait pas détruit le cylindre, car même terrifié, il aimait trop pour l'effacer complètement. Il s'était condamné lui-même en fermant le monde dans une boucle. La tension dans la pièce était à son comble. À travers la vitre, les sirènes de police hurlaient, tentant de séparer des amants devenus des bêtes féroces, prêts à tuer pour protéger leur passion obsessionnelle. Paris brûlait des feux d'un romantisme apocalyptique. « Laisse-toi faire », murmura Elara, s'approchant si près que ses lèvres effleurèrent celles d'Elias. « Écoute ma chanson, abandonne ce monde de solitude. Viens dans l'absolu. » Elias sentit sa volonté vaciller. Son corps entier réclamait cette femme. Chaque cellule de son être hurlait de la prendre dans ses bras, de fusionner avec elle, d'oublier la ville qui sombrait dans la folie à l'extérieur. C'était une tentation vertigineuse, une extase infinie qui lui tendait les bras, l'illusion parfaite du bonheur éternel. Mais son esprit rationnel, celui du technicien du son, reprit le dessus l'espace d'une fraction de seconde. Il comprit que l'amour absolu, sans limite, sans concession, n'était pas de l'amour, c'était de l'annihilation aimée. C'était accepter la distance, le manque, la faille. « Tu n'es pas l'amour », murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues alors qu'il posait ses mains sur les épaules froides d'Elara. Tu es l'obsession et le son. Le son n'a besoin d'un récepteur pour exister. Que fais-tu ? Demanda-t-elle, son sourire s'effaçant, laissant place à une moue de panique. D'un mouvement brusque, Elias la repoussa. Il se retourna vers son établi. Son regard se posa sur le lourd poinçon de métal qu'il utilisait pour percer le centre des vieux disques. Il regarda Elara une dernière fois. Elle était la plus belle chose qu'il n'ait jamais vue, la promesse de ne plus jamais être seul. « Pardonne-moi, mon amour », dit-il, répétant exactement les mots du cylindre, brisant la boucle temporelle, non pas en fuyant, mais en affrontant le problème à la source. Il ne visa pas le cylindre. Il savait que détruire l'objet ne ferait que libérer définitivement l'entité dans l'atmosphère. Il devait couper le récepteur principal, la source de l'ancrage de la créature dans ce siècle. Elias saisit le poinçon, ferma les yeux, et dans un geste d'une violence inouïe, se l'enfonça d'abord dans le tympan droit, puis dans le gauche. La douleur fut une explosion blanche, aveuglante, mais immédiatement après, le silence. Un silence absolu, abyssal, lourd et cotonneux. Il ne put entendre le cri d'agonie d'Elara. Il ne put que voir son corps se disloquer, se transformer en une fine brume de poussière brillante qui fut instantanément aspirée par la trompette du phonographe.
avant que le cylindre de cire noire ne se fissure avec une violence telle qu'il éclata en 1000 morceaux. Inerte, Elias s'effondra sur le sol, le sang coulant de ses oreilles, le monde plongé dans un mutisme définitif. Des mois ont passé depuis cette nuit de pluie à Paris. Elias vit toujours dans le 18e arrondissement. Il a perdu son métier d'archéologue du son. Il est totalement, irréversiblement sourd. Les médecins ont parlé d'un accident du travail, d'un équipement défectueux. Il a laissé faire. La folie qui s'était emparée de la ville s'est dissipée dès la destruction du cylindre, laissant les gens confus, épuisés, avec le simple souvenir d'une fièvre collective étrange. Les couples se sont séparés, disputés, ou ont continué à s'aimer, mais d'un amour humain, parfait, parfois banal, parfois magnifique, mais libre. Assis à la terrasse d'un café, Elias regarde les passants. Il observe un jeune couple à la table d'à côté. Ils se tiennent la main, puis se lâchent pour boire leur café. Ils regardent leur téléphone, sourient, regardent ailleurs. Il n'y a plus de filtre destructeur, juste la vie. Elias sourit tristement. Il est emmuré dans le silence, isolé du monde pour le reste de ses jours. C'est le prix qu'il a payé pour sauver l'humanité de la tyrannie de l'absolu. Pourtant, certains soirs, quand le ciel est lourd et que la pluie s'écrase sur les pavés parisiens, Elias pose sa main à plat sur la table de son salon. Et là, à travers le bois, à travers ses os, il sent une infime vibration, une fréquence lointaine, familière, qui fait frissonner son âme. L'entité n'est plus là, mais le fantôme de cette émotion parfaite le hante encore, car c'est là la plus grande tragédie de cette histoire, et peut-être la morale la plus cruelle de l'existence. Même quand on sait qu'une passion est toxique, même quand on a sacrifié une partie de soi pour y échapper, une part obscure de notre cœur espéra toujours, secrètement, l'entendre résonner à nouveau.